Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal d'actualité du district de Nyon. Une nouvelle maison des associations à Nyon, justement. Sonia Grimm raconte dans un livre l'enfer qu'elle a vécu avec son ex-conjoint. Nous la recevons sur notre plateau. Et des alternatives aux pesticides testées sur une vigne à Mont-sur-Rolle. Une nouvelle maison des associations voit donc le jour à Nyon, baptisée La Villa. Elle remplace le centre de jour pour migrants Mama Africa à la rue des Marchandises. Une dizaine d'associations et de collectifs y ont déjà pris leur quartier. Andrea Braslopo. C'était une maison à la base pour les jeunes. On se posait beaucoup de questions quant à son avenir. Ensuite, l'EVAM est arrivé, chercher des locaux pour la journée. On leur a proposé cette maison. Puis les abris, de nouveau une interrogation, quel est le futur de cette maison ? Avec l'envie de développer le projet en vie de quartier, avoir aussi un lieu au centre-ville pour les habitants de la ville, éventuellement un petit peu du bord du lac. Et puis voilà, cette maison est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette maison ? De nombreuses associations qui vont occuper ces lieux sans loyer pour travailler ensemble pour la population et avec justement pour contrepartie de ces locaux qui leur sont offerts, la demande de travailler ensemble. Pourquoi est-ce que le Conseil des jeunes a accepté de faire partie de ce projet ? Et parce que pour nous c'est important en fait d'être avec d'autres associations comme le Lieu-dit par exemple ou Apax 21. Le but c'est d'échanger avec eux et puis qu'il y ait une sorte de vivier d'idées et de projets qui puissent se rassembler, qui est vraiment une mise en commun pour faire vivre la vie associative et notamment la vie associative concernant la jeunesse dans tout le district. Apax 21 fait partie de la vie culturelle de Nyon depuis quelques années et on s'est dit que c'était important qu'on ait une place aussi dans cette maison de quartier. Alors on ne s'est pas impliqué, on ne fait pas partie de la maison de quartier en tant que telle, mais on voulait s'impliquer quand même durant l'événement. Pour moi, c'était un peu la possibilité de pouvoir aussi agrandir un peu le réseau et puis pour pouvoir co-construire des projets. Donc c'est le cas avec ce premier projet auquel Prosenectute vous participe ici, qui est le jardin en permaculture. Parce que l'idée c'est vraiment d'en faire un espace collectif, intergénérationnel. Le lieu dit, il espère pouvoir amener quand même des synergies dans la maison. Maintenant je pense que pour le lieu dit c'est plutôt bénéfique pour nous puis qu'on va recevoir beaucoup. C'est vrai que pour les personnes migrantes, d'avoir tous ces jeunes puis toutes ces associations, c'est vraiment bénéfique. Et quelle touche est-ce que Prosenectute compte apporter à cette maison de quartier ? Faire que tout public puisse avoir du plaisir à venir dans ce lieu, que les liens qui ne sont pas toujours évidents entre générations puissent être facilités. Donc ça c'est un petit peu mon objectif, c'est qu'il y ait des seniors qui viennent et qui reviennent, qui ont envie de revenir. Notre idée, ce sera vraiment de travailler un peu plus sur le côté politique et pourquoi pas avoir quelques projets communs et pouvoir vraiment collaborer avec toutes les institutions. En termes de cohésion sociale, qu'est-ce que ça apporte un lieu comme ça dans une ville ? Nous espérons des liens intergénérationnels, des jeunes, des plus âgés, interculturels bien évidemment, des gens qui partagent des passions différentes mais qui se retrouvent dans un même lieu pour partager des expériences. Ça a créé un mouvement positif et puis c'est vrai que tout est agréable ici. C'est hyper important dans n'importe quelle ville qu'il y ait un lieu non seulement d'accueil mais aussi une maison culturelle où n'importe qui puisse organiser un événement et je pense que dans la vie d'une ville c'est hyper sain qu'il y ait une maison comme ça. Philippe Cliva n'est plus le secrétaire général de Vision du Réel. Le Festival international de cinéma de Nyon indique vouloir modifier sa structure en créant à la place un nouveau poste de directeur administratif et opérationnel. Ce nouveau poste mis au concours complétera la direction composée notamment du président exécutif Claude Ruet et de la directrice artistique Émilie Bugès. Contactée par nos soins, la direction du festival n'a pas souhaité s'exprimer. C'est une page qui se tourne pour Uni Global Union avec le départ à la retraite de son secrétaire général. La Fédération syndicale internationale basée à Nyon représente quelques 20 millions de travailleurs dans le monde entier. Philippe Jennings, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ce secrétaire général qui quitte
ce lieu très important dans la lutte syndicale au niveau international. Quel est votre sentiment à quelques jours du départ? Vous partez le 18 juin. J'ai un sentiment positif. J'ai eu une vie politique, syndicale bien remplie, comme vous direz, dans la région. Une vie pleine de richesse en expérience pour la lutte pour les travailleurs, la lutte pour les droits humains, la lutte pour la démocratie et la lutte pour améliorer les conditions de travail de milliards et milliards de travailleurs et travailleuses dans le monde entier. Alors vous avez pris, Philippe Jennings, votre poste, c'était en 1989. Oui. Le week-end qu'a suivi, vous me disiez, Tiananmen. Tiananmen Square. 3 mois après. La première chose, j'étais là installé, j'étais un jeune, 36 ans. C'est une organisation qui était fondateur de la Uni Global Union. Uni Global Union était fondée en l'an 2000. Alors, j'étais là, toute jeune, avec tout le projet pour le futur. Tout d'un coup, Tiananmen Square. Alors, c'est un signal au monde. Et quelques mois après, nous avons le mur de Berlin qui est tombé. Et tout de suite, j'étais dans toute cette lutte en Pologne, en Europe de l'Est, pour discuter de le futur démocratique, le futur de le rôle des syndicats qui était tout à fait une autre chose dans le système ancien. Alors, comment on peut être assuré la dureté de la démocratie en Europe de l'Est? On était engagé contre la lutte contre l'apartheid. Je serrais la main de Nelson Mandela une fois. C'est une rencontre qui vous a marqué? Oui. Ah, oui, bien sûr, parce que il a eu la reconnaissance que le mouvement syndical à le niveau global a beaucoup aidé le mouvement contre le régime d'apartheid, avec le boycottage, avec leur solidarité. Et même depuis Robben Island, il était pas vraiment au courant. Ils ont pensé d'être oubliés. On n'a jamais oublié, lui, et ça c'est notre travail de journalier également. Il y a l'espace démocratique, il faut lutter de nouveau pour les espaces démocratiques. On a sorti le chiffre ce matin de regarder la géographie de l'attaque contre le droit syndical, le droit de négociation. Nous avons de nouveau une fermeture de l'espace démocratique, la montée de la droite, qui disent toujours qu'ils ont les intérêts de les ouvriers dans leur tête et dans leur politique. Ce n'est pas le cas. Ils sont contre la liberté d'association. Pourquoi? Parce que nous, on pose des questions. On pose des questions à profondeur. Alors, c'est pour la prochaine génération après moi de continuer dans cette battre. Alors justement, on sait qu'on vit un moment crucial, des changements très importants, la digitalisation, la robotisation, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça change totalement la donne. Les rapports d'ailleurs aussi entre employés et employeurs. Oui, il y a une grande transformation. Il faut prendre cette digitalisation au sérieux. Il y a quelques remarques à faire. Tout d'abord, il y a la richesse dans ce monde. Tout le prognostic, la recherche, les grands économistes, depuis l'OCDE jusqu'à Davos, ils confirment qu'il y a de richesse dans le monde. Il y a une croissance économique à partir de cette révolution. Il y a un problème de répartition. Le problème qui manque, c'est l'humain. Et tous les chiffres qui sont sortis sont assez pessimistes sur l'impact sur la quantité de travail, mais en plus, comment on peut équiper le peuple pour cet avenir. Alors, digitalisation, inégalité, fermeture des espaces démocratiques. Mais je crois il faut essayer de garder positif avec notre force et notre capacité de changer le monde. Mais le travail demain, pardonnez-moi, dans 10 ans, 20 ans, il ne ressemblera plus au travail d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a un changement dans le contenu de le travail. Ça veut dire comment on peut exécuter les tâches au bureau. Et on va travailler beaucoup plus avec l'intelligence artificielle où on manque les éthiques jusqu'à maintenant. Alors, si on regarde la mutation et les quantités, on parle de 800 millions de personnes dans le marché du travail doivent être équipées avec les nouvelles formes de formation. Et le problème que nous avons, nous ne sommes pas prêts pour cette révolution. Il faut avoir la politique de le marché du travail beaucoup plus percutante, avec avec une amélioration de le financement, parce que tout le monde doit changer le rythme de travail et le contenu de le travail. Le problème que nous avons, c'est que the Uberization, c'est une réalité.
Ça veut dire c'est un relâche de responsabilité sociale. Et nous sommes dans une phase où, avec des ministres, avec des patrons, de dire il faut avoir le travail décent, il faut avoir un sens de sécurité, il faut avoir un salaire qui était digne, il faut avoir la possibilité de la réformation pour toute la vie, pas de terminer à l'âge de 20 ou 21 ans. Vous êtes optimiste pour la suite? Je suis toujours optimiste. Parce que nous sommes présents, on tape sur la porte, nous avons la puissance de changer la politique de la G20. J'étais là l'année passée avec le ministre du Travail, ils ont dit, il veut, en anglais on dit « leave no one behind ». Comment on dit? Il ne faut pas laisser les gens derrière nous. Ouais. Alors, ça, c'était la déclaration. Ils ont fait la reconnaissance, changé la protection sociale, que ça couvre plus vastement. Ouais. De faire fin à cette misclassification pour quelqu'un qui travaille. On parle de le monde de freelance, les indépendants. La génération Y. C'est faux. C'est une manipulation de la loi existante. Moi, je suis parti d'une commission globale avec le Bureau international du travail. C'est le centenaire du Bureau international du travail l'année prochaine. On va lancer notre projet le 22 janvier avec la réponse politique, économique, sociale pour être assuré que le peuple a son opportunité et il n'y a pas seulement la richesse de cette révolution pour le 1%. Voilà, en tout cas, on ne peut pas dire que vous ayez perdu votre verve en 30 ans au sein de l'action syndicale. On va rappeler, ça c'est quand même une première, une fois que vous allez partir, dès le 19 juin, a priori, c'est 2 femmes qui vont être à la tête d'Uni Global Union. C'est une révolution aussi. Oui, c'est formidable. Je suis très fier d'avoir de cette transition. C'était toujours parti d'un parti de quelqu'un qui parle, d'être assuré que la maison fonctionne, il y a une continuité. Et j'ai une équipe, le secrétaire général élu la candidature, c'est Christy Hoffman, c'est mon adjoint actuellement. C'est une femme formidable parce que c'était elle qui était l'architecte, le meneur de jeu pour l'accord de Bangladesh, après la catastrophe de Rana Plaza. C'était elle avec le nouveau secrétaire général adjoint, Elke Beuziger, qui est tous les deux habitent à Nyon, je dirais, elle avait resté dans la région. Les deux là, ils ont fait la preuve avec leur capacité de faire convaincre une des plus grandes multinationales puissantes d'être en face d'un gouvernement de Bangladesh. Je suis plein de confiance et d'espoir pour cette équipe, 2 femmes à la tête de la plus grande organisation syndicale dans le monde. Philippe Jennings à la tête donc, de l'Uni Global Union, encore jusqu'au 18 juin. On aura compris que la retraite sera loin d'être un repos pour vous. Vous restez à Chaiseray? Oui, je suis un bourgeois de Chaiseray. Je suis très fier d'être, comme on dit, un brasse-caillou. Un brasse-caillou? C'est ça. I think it's stone changer. Mais ça, c'est le motto le sobriquet. Le sobriquet de Chaiseray. Absolument. Je reste là-bas, je suis là depuis 86. Voilà, au moins ça c'est dit. Merci beaucoup, bonne continuation alors. Merci beaucoup. À bientôt. Allez. Salon de quartier, voilà le nom du nouveau lieu de rencontre dédié aux jeunes. Inauguré lundi à Gland, lancé par le Parlement des jeunes, la ville et le service de la jeunesse, il entend privilégier les échanges intergénérationnels et redessiner un centre-ville pour les 18-25 ans. Florian Cavalleri. Ici, on est à la Pépinière, à la commune de Gland, et plus précisément dans les locaux du Parlement des jeunes de la commune de Gland, qui inaugure aujourd'hui le salon de quartier. C'est un projet qui a germé dans l'esprit du Parlement des jeunes depuis quelques mois maintenant, et l'idée c'est d'ouvrir leurs locaux à tous les jeunes de la commune de Gland et des environs, les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Il y a des plages horaires le jeudi soir et le dimanche après-midi où chacun est invité, chacun et chacune est invité pour passer un petit moment, discuter, faire des échanges avec le Parlement des jeunes. Ce qui est très important et la municipalité est très fière, c'est d'avoir un Parlement des jeunes. On se rend compte que la jeunesse est partie intégrante de la vie d'une société, d'une commune comme Gland. Il y a une vraie volonté de soutenir toutes les actions liées à la jeunesse et de travailler en partenariat. Donc oui, quand il y a des événements de ce type-là, des projets qui aboutissent et une volonté affichée de tout ce comité de Parlement des jeunes, c'est normal que la municipalité se déplace pour marquer l'étape. On est ouvert 2 fois par semaine et l'idée c'est vraiment que les jeunes se retrouvent, d'avoir un point de rencontre pour les jeunes et qu'on puisse partager des moments ensemble. Qu'est-ce que ça va apporter de plus ?
Je pense pour certains, ça va leur permettre de se retrouver simplement à un endroit précis dans la ville, ce qu'il n'y a pas forcément à Gland. Là, on peut dire que les jeunes ils se retrouvent beaucoup à la gare. Et c'est vrai qu'avec ce salon de quartier, on a un peu déplacé le point de rencontre. Ils ont rénové leur salle ici, la salle du Parlement des jeunes, qui est devenue le salon de quartier. Mais ils ont aussi rénové l'ensemble de la pépinière, qui est dévouée à des projets jeunesse, mais aussi à des projets artistiques, à des projets socioculturels, communautaires, citoyens, participatifs. On a des rencontres improbables à la pépinière, des jeunes qui vont jardiner avec des personnes âgées de l'EMS qui se trouvent juste en face de la pépinière. Et voilà, je pense que ce lieu, et puis tous les espaces de socialisation qu'on peut créer, qui ont cette vertu de faire se rapprocher les habitants, permettent cette mixité sociale et finalement cette cohésion sociale dont on a besoin dans une ville de 14 000 habitants, avec plus d'une centaine de nationalités et avec plus de 25% de jeunes. Je pense qu'il faut le rappeler, on est une ville jeune et donc on doit investir aussi les espaces pour la jeunesse. Là on est sur plusieurs projets, on est sur l'organisation de notre soirée en septembre. On a aussi un super projet un peu en lien avec l'écologie, etc., qui est d'installer des ruches, en fait, que nous, on gérerait par la suite, en collaboration avec quelqu'un qui a déjà fait ça sur Gland. Et voilà, là, on vient de terminer l'événement de la fête du skatepark. On prévoit aussi une grillade prochainement, avec de la musique, où l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition les grilles, les préparer, et que les gens viennent et puissent griller leur viande et passer un moment convivial. Insoumise, autopsie d'un amour destructeur. C'est le titre du livre poignant de la chanteuse Sonia Grimm. Elle y livre son témoignage sur sa vie de femme sous le joug d'un mari violent condamné par la justice. Sonia Grimm, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous racontez les abus, les menaces, les coups et le viol dont vous avez été victime. Le livre est sorti aux éditions Favre il y a 3 mois. Quand vous regardez derrière vous avec le recul sur ces 3 mois, vous vous dites quoi ? Je me dis que c'est incroyable en fait l'impact qu'a eu ce livre. Je reçois des tonnes de messages de femmes, aussi d'hommes, qui soit ont subi la même chose, soit qui subissent la même chose et qui ne savent pas comment en sortir. Et je me dis que c'est incroyable parce que c'est notre voisine, ça peut être notre sœur, c'est des gens qu'on côtoie tous les jours. Et quand on est pris dans une relation comme ça, on ne peut pas en parler, on est comme muré dans un silence qui fait qu'on est tout seul. Et c'est pour ça que même nos proches, en fait, ils ne le savent pas. Moi, je n'en parlais même pas à mes parents. Votre ex-conjoint tente encore aujourd'hui de vous faire taire, de vous censurer. Il y a une procédure qui est en cours à ce sujet-là. Voilà, c'est ça. Donc lui, il a lancé une procédure pour faire interdire le livre. Donc ce n'est pas une procédure qui remet en cause le fait qu'il a été condamné. C'est juste une procédure qui demande que le livre soit retiré et que je ne puisse pas parler de ce qui m'est arrivé. Parce qu'il estime que ça a des incidences sur sa vie, voilà, à lui, alors qu'on précise qu'il est totalement anonymisé dans le livre. Ah oui, je ne donne même pas son prénom. Oui. Sur ces éléments-là, quand vous parlez justement de toutes ces personnes qui vous écrivent, les personnes qui nous regardent et qui sont peut-être dans une situation identique, quel message vous voulez leur faire passer ? Le plus important, c'est de ne pas faire comme moi. Ça veut dire qu'il faut sortir du silence. Je l'ai fait tardivement, mais il faut le faire. Vraiment, il faut parler. Et c'est valable tant pour les femmes qui vivent la même chose, des hommes, parce que ça peut être dans le cadre du travail aussi, ou des enfants à l'école. Il ne faut pas rester dans son silence, il ne faut pas rester seul. Parce qu'en fait, quand on se tait, on leur permet de continuer. Donc, quelque part, c'est notre silence qui leur permet de continuer leurs méfaits, puis de nous faire du mal. Donc, c'est important d'en parler. Et il y a des associations pour ça. À Genève, il y a une association qui s'appelle AVEC, qui s'occupe vraiment de ces manipulations psychologiques. Il y a aussi un numéro, le 147, pour les enfants et les adolescents. Ils peuvent appeler, c'est gratuit et anonyme. Donc, ils peuvent vraiment téléphoner, demander de l'aide. Mais faites-vous aider et surtout, parlez autour de vous à quelqu'un de confiance parce que autrement, c'est très difficile de s'en sortir. Comment vous, Sonia Grimm, vous avez trouvé le courage de vous exprimer, d'en parler déjà dans votre livre, puis ensuite, comme ici, sur les plateaux télé ?
Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que le jour où les faits sont arrivés, je suis tout de suite allée à la police parce que j'avais encore des marques. Donc ça, c'est aussi c'est un message important que vous voulez faire passer. Il faut aller tout de suite. Voilà. Et ensuite, comme j'ai une petite notoriété de fait de mon métier de chanteuse, j'ai été contactée par un journaliste qui m'a proposé, c'était Didier Dana à l'Illustré, de faire un article. Et ensuite, c'est l'article qui fait qu'il y a l'éditeur Favre qui est venu me proposer de faire un livre. Donc voilà, les gens sont venus à moi, mais comme c'est pas pour tout le monde comme ça, c'est pour ça que c'est peut-être plus difficile pour les gens de faire la démarche. Mais quand ça arrive, c'est important de faire constater tout de suite par un médecin et d'aller à la police porter plainte. Et là, l'accueil par les autorités, la police, le personnel soignant, vous le dites, hein, vous avez eu un très bon accueil de leur part. Oui, ils ont été très compréhensifs. Maintenant, quand même, ils ont conscience de ce qui se passe. Donc, c'est pas vrai qu'ils ne nous croient pas. Aujourd'hui, les choses sont en train de bouger et de changer. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de sauver sa vie parce qu'en fait, ils pompent toute notre énergie, c'est comme des vampires. Et puis, ils nous laissent comme avec plus aucune substance vitale. Vous utilisez des mots très durs, sauver sa vie, ça veut dire que vous avez été au point... je voulais me tuer, clairement, et pendant une longue période. Et vous expliquez dans votre livre aussi, telle une araignée qui tisse sa toile, les éléments qui sont posés petit à petit, les jalons qui sont mis, qui vous enferment de plus en plus. Voilà, et c'est ce que je voulais expliquer dans le livre, c'est comment on glisse vers ça, parce que c'est tellement fait petit à petit qu'on ne se rend pas compte. C'est toujours une petite chose pire qu'hier, mais c'est pas suffisant pour qu'on prenne ses valises puis que vraiment on parte. Puis ils arrivent toujours à retourner la chose contre nous et en leur faveur, qui fait qu'ils nous mettent un doute, et en même temps ils se posent en victime, donc on a envie de les aider. C'est vraiment toute une manipulation mentale qui se fait. Et le déclic pour moi, c'était les coups et le viol, Ça, clairement, c'est quelque chose que vous vous dites, là, c'est trop. Et quand vous regardez justement derrière vous, vous dites à quel moment est-ce que, en fait, quels ont été les premiers indices Moi, j'ai vu quand il s'est retourné contre mon fils. C'est là que j'ai vu, quand il a fait la même chose sur mon fils, ça m'a comme fait un effet miroir qui fait que j'ai pu ouvrir les yeux et puis dire, mais c'est pas tolérable ce qu'on vit. Mais c'est vrai que tant que c'était que sur moi, c'est étonnant, mais on accepte. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, c'était pour comprendre pourquoi on accepte, puis pour expliquer aux gens. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qui souffre, de dire t'as qu'à partir. Non, si on ne part pas, c'est parce qu'on ne peut pas partir. Et puis c'est bien de comprendre pourquoi, parce que en plus c'est culpabilisant d'entendre mais t'as qu'à partir, pourquoi tu restes. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire pour aider les gens. Et là, vous l'expliquez aussi dans le livre, il y a la partie, et ça c'est très paradoxal, en tant que victime, vous vous sentez coupable de la situation. Oui, parce qu'ils arrivent à nous retourner tout le temps les choses pour dire que c'est notre faute. Par exemple, maintenant, il dit, voilà, j'ai pas pu me défendre parce que j'avais pas d'argent. Et puis, en fait, il faut comme savoir que dans le système judiciaire en Suisse, même si on n'a pas d'argent, on peut se défendre. Donc je dis ça pour toutes les femmes qui aujourd'hui dépendent de leur mari, qui sont dans des situations compliquées. Elles peuvent partir, se défendre. Il existe l'assistance juridique en Suisse. Mon agresseur en bénéficie depuis 4 ans, donc il ne paye pas du tout ses frais de justice, c'est nos impôts qui payent. Donc il faut savoir que ça existe, c'est aussi important parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas se défendre parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors on le comprend que ce livre a été une forme de thérapie aussi de votre situation. Quels ont été, en dehors du livre, des éléments qui vous ont aidé à sortir, à prendre la distance par rapport à ce qui s'est passé, à se reconstruire? C'est tous ces témoignages. Je me suis rendu compte qu'en fait, on est tellement nombreuses, c'est un vrai problème dans notre société, mais on n'en parle pas, c'est caché. Et c'est important maintenant que ça sorte et qu'on se rende compte qu'il y a des gens qui souffrent de manipulation mentale, qui vivent dans des situations où on pleure avant d'entrer à la maison, on a peur de rentrer, et il faut absolument qu'on se rende compte que ça existe autour de nous, puis que c'est pas tout rose, et puis que pour aider ces gens, puis les aider à partir, puis à reconnaître leur souffrance. Aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes loin de tout ça, que vous êtes sorti de son emprise? Non, puisque j'ai encore des audiences à venir. Oui. Donc, vous attendez toujours une réponse de la justice sur la question justement de la censure qu'il essaye de faire. Ça, c'est tout récemment que vous allez recevoir une réponse? Oui, ces prochains jours, j'espère. Oui. Mais donc, on attend encore, mais c'est une manière de garder une emprise et puis de toujours me ronger, comme me manger. Je ne sais pas comment dire, mais c'est une image, mais c'est comme garder l'emprise sur l'autre et pas lui laisser avancer dans sa vie. Sonia Grimm, donc auteure de ce livre Insoumise, autopsie d'un amour destructeur aux éditions Favre. Merci beaucoup pour votre présence et bonne continuation. Merci à vous, merci beaucoup.
Sans transition, l'ultra-marathonien Eusebio Bochon se lance dans un nouveau défi associatif, cette fois-ci avec d'autres habitants. Il crée l'association Events Saint-Sergue, où vit d'ailleurs Sonia Grimm. Objectif, faire connaître le village à travers des animations, ses produits locaux ou encore ses sentiers et ses refuges. Florian Cavalleri, Greg Barnil. Alors, Events Saint-Sergue, c'est une association à but non lucratif. Un jour, avec monsieur Eusebio Bochon, on s'est rencontrés, pas par hasard, mais on se connaît déjà depuis un certain temps. On s'est vu à Signy, par hasard, de nouveau, je le dis. Et puis, c'est un monsieur qui a plein d'idées de manifestations, d'événements et tout. Et puis, tout seul, créer une association, c'est difficile. Donc, il m'a demandé si je voulais participer avec. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, on est parti de là. On a décidé, on va faire quelques manifestations. On a décidé de faire des brunchs. Une chasse aux œufs à Saint-Sergue. Il a un tas d'idées. C'est un monsieur qui est impressionnant de ce côté-là parce qu'il est plein de mouvements, plein de choses. Donc on va créer un tas d'événements, pas seulement sur le manger, comme on dit. Je veux dire, moi j'ai le Petit Gourmand à Saint-Sergue, je suis commerçant à Saint-Sergue. On veut faire monter les gens à Saint-Sergue. Donc le but, c'était de créer des événements. C'est pas des manifestations. Events Saint-Sergue veut dire événement, pas manifestation. Donc on veut créer des événements ponctuels dans l'année, par rapport à la société de développement qui faisait des manifestations, qui a un petit peu arrêté. On veut faire des événements, donc il a un tas d'idées par rapport à plusieurs courses et tout. Voilà, on discutera de tout ça plus tard. Maintenant, le premier événement, c'est le brunch le 16 juin à Saint-Sergue. Voilà, c'est un brunch qui sera du terroir, avec des produits locaux, des gens de la région, les paysans avec le beurre d'alpage, le fromage d'alpage, tout, la viande, tout de région et tout. Voilà. Le but, c'est ça. Voilà. Ouais, qu'on se comprenne bien, ici on est devant une adresse qui est bien connue des Saint-Serguois, le Petit Gourmand, votre commerce, mais le but c'est vraiment de faire vivre Saint-Sergue et de ramener un petit peu tout le monde autour d'une idée, c'est-à-dire faisons vivre notre commune, notre village, et justement vous êtes soutenu par les autorités. Oui, alors on est bien soutenu, la commune nous a donné les autorisations justement pour fermer la route ici pour le premier brunch. Ils nous mettent à disposition l'infrastructure du 1er août pour faire notre brunch du 1er août. Et après, on a justement, comme disait mon père, essayé de travailler avec tous les gens un peu du village, d'abord les commerçants, pour essayer de trouver des partenaires ou comme ça. On a regardé au plus proche, sans vouloir... Par exemple, avec les bouchers, on va travailler avec les bouchers de la région. Pour le miel, pareil. C'est toutes des choses, on n'a pas envie de se lancer en ayant cherché dans les grandes surfaces juste pour faire du bénéfice. Voilà, c'est pas le but du tout. Le but, c'est de faire vivre les petits commerçants de Saint-Sergue et en plus amener du monde, ce qui après peut être bénéfique, je pense, pour tout le monde au village. Et comme vous l'avez dit, ça dépasse le cadre de Saint-Sergue, vu que à peu près toute la région se mobilise. On pourrait presque dire Saint-Sergue, nouvelle capitale du district de Nyon. Mais pour faire vivre Saint-Sergue Events ou Events Saint-Sergue, il faut des bénévoles. Et là, c'est un appel que vous lancez. Voilà, on lance un appel. Alors, on a déjà quelques bénévoles. Maintenant, on a fait un partenariat avec certaines entreprises à Saint-Sergue. Maintenant, on cherche des bénévoles. Les gens comprennent bien que on veut pas simplement faire du profit. On veut faire vivre notre village. Et notre village, c'est important parce qu'on a beaucoup de restaurants, on a beaucoup de commerces. Et de nos jours, c'est difficile quand même. Donc, le but, c'est de faire monter les gens de la plaine et venir voir nos contrées, nos belles plaines, nos randonnées, notre village qui est quand même sympathique. Voilà. Et le but, c'est justement de faire travailler les commerçants, que les gens, comment dire... En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est finalement, c'est une fête des voisins annuelle. Voilà, tout à fait, oui. Voilà, écoutez, merci messieurs. Je vous rappelle que si vous voulez joindre cette association, vous venez ici et puis vous adressez tout simplement au patron. Merci beaucoup. Et puis, prochain événement, ce sera donc le brunch du 16 juin. C'est un samedi de 10h à 15h, au 1 rue de la Gare, devant le Petit Gourmand. Et le prochain brunch, c'est le 1er août, au Vallon, avec la participation de la commune qui nous met à disposition l'infrastructure, gentiment. Voilà. Voilà qui est dit. Plein succès à vous, plein succès à votre association. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci.
Les élèves des 5 écoles de l'établissement Elisabeth de Portes ont participé à la création collective de fresques de la paix sous la houlette de l'artiste français Jaïd Snous, des fresques inaugurées le mois dernier. Philippe Duquemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'établissement scolaire Elisabeth de Portes. Alors c'est des fresques de paix avec un objectif au-delà du travail artistique qui a été fait avec les élèves en lien aussi avec cet artiste français. Il y a un objectif très clair lié à l'école. Tout à fait. Le travail des fresques de paix, comme vous l'avez dit, un travail artistique, est une manière pour nous de mettre en perspective, de thématiser les actions de l'école en ce qui concerne la prévention contre les violences, les discriminations. Le harcèlement, et puis, notamment le harcèlement scolaire. Et dans notre réflexion, thématiser quelque chose qui est de l'ordre de la violence, c'est peut-être pas forcément le bon message. Donc thématiser la paix. Et c'est en cela, effectivement, que nous avons été séduits par la proposition de Jaïd Snous, qui a l'habitude d'ailleurs de travailler sur cette thématique dans les écoles, notamment en France, et que nous avons souhaité que nous puissions bénéficier de cette prestation. Donc, un travail collectif, chaque groupe d'élèves de chaque école a pu intervenir sur ces fresques avec des mots et des attitudes. Et ensuite, l'artiste a fait son travail d'artiste. Il a utilisé ce qu'il appelle la technique du dripping, donc il a projeté de la couleur. Et le résultat est un travail artistique dans lequel on perçoit l'intervention des élèves. Donc c'est une trace qu'il faut aller chercher. Donc c'est aussi une démarche active de la part de la personne qui admire la fresque. Et un travail collectif, donc 5 fresques, chaque fresque dans une des écoles, les 5 écoles donc, de votre établissement. La question du harcèlement, alors vous me le disiez, cette démarche n'est que la pointe visible de l'iceberg. Qu'est-ce qui est invisible alors ? Alors, ce qui est invisible, et c'est ce qu'on souhaitait effectivement rendre visible et thématiser, c'est le travail au quotidien. Dans un établissement scolaire, le travail de la prévention des problématiques de violence, du harcèlement, c'est un travail quotidien, c'est tous les jours. Un engagement des professionnels, c'est l'accompagnement de nos élèves, avec des compétences que nous devons revisiter et faire évoluer sans cesse. Avec des formations pour les enseignants ? Alors, avec des formations, concernant spécifiquement le harcèlement, nous avons commencé en 2015 en bénéficiant des apports du professeur Tournier, qui est un spécialiste français, psychologue, autour du harcèlement. Et puis, dès l'automne, nous avons... alors, je vais vous montrer l'image parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose de... c'est un message extrêmement intéressant. Harcèlement scolaire, le vaincre, c'est possible. Le vaincre, c'est possible. Et nous allons bénéficier effectivement de la formation. Plus du tiers de nos professeurs cette année vont être formés à la méthode de la préoccupation partagée. Et qui est un outil qui arme en fait l'adulte face à la problématique quand il est confronté à des plaintes par rapport au harcèlement. C'est complexe. J'entendais Sonia Grimm il y a quelques minutes parler de ce qu'elle a vécu. Un élève victime de harcèlement pourrait presque utiliser les mêmes mots que Sonia Grimm. Le fait de ne pas parler, la honte, le fait que l'élève, l'enfant, va penser que c'est lui qui est responsable. Oui. Voilà. Donc, la formation des adultes qui encadrent l'enfant, l'élève à l'école est primordiale, à savoir la détection et puis surtout l'accueil. Bien sûr. Voilà. Ouais. Philippe Duquemin, on profite de votre présence pour très brièvement évoquer aussi la prochaine rentrée 2018. Là, il y a de grands défis qui attendent, comme d'autres écoles d'ailleurs, parce qu'il y a la mise en œuvre de l'horaire continu, avec ça l'ouverture du restaurant scolaire et le déménagement et l'ouverture de la médiathèque scolaire, également tout ça en même temps pour la rentrée 2018. Vous êtes prêts ? Oui. Bien entendu. Évidemment. Bien entendu, on va évidemment. rappeler que cet horaire continu, c'est une obligation qui est imposée par la loi. Non, pas par la loi, par la Constitution vaudoise.
C'est un article de la Constitution vaudoise. Ouais. Donc la journée, l'école, la journée continue. Et pour la petite histoire, c'est un article qui a été proposé par une députée qui s'appelle Cécile Amarel. Oui, voilà. Aujourd'hui à la tête du département. Aujourd'hui à la tête du département. Donc effectivement, ce n'est pas une option. La journée à école, l'horaire continu, ça doit être mis en œuvre. Mais ça implique quand même des éléments logistiques très importants. Hein. C'est pas une petite affaire. Dans l'établissement que je dirige, qui est effectivement composé de plusieurs écoles, où il y a du transport scolaire, ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que le transport scolaire sur la pause de midi était absolument nécessaire, vu que nous n'avions pas la possibilité d'accueillir nos élèves sur le collège 7P à 11S sur la pause de midi. Donc il fallait un restaurant scolaire. Et les autorités intercommunales ont fait un effort financier important pour construire cette nouvelle structure, accompagné effectivement d'un deuxième étage où il y aura la future médiathèque scolaire et publique. Oui. Et ce restaurant scolaire pourra ouvrir à la rentrée. Et donc, nous pourrons mettre en œuvre cet horaire continu qui répond à la volonté populaire exprimée en votation. Absolument. Philippe Ducomin, excusez-moi, directeur. J'ai l'habitude. Directeur de l'établissement scolaire Elisabeth Deportes. Merci beaucoup, puis d'ores et déjà, alors bonne rentrée pour celle qui arrive. Merci. Merci beaucoup. Je vous le disais, en titre, la Haute École de Viticulture de Changin a testé des alternatives aux herbicides dans une vigne à Mont-sur-Rolle. Résultat, si leurs avantages sont nombreux, ils coûtent néanmoins plus cher. Florian Cavalleri. Alors, la situation qui prévaut actuellement, c'est l'utilisation d'herbicides, la plupart du temps du glyphosate, sous le rang de la vigne en ce qui concerne les vignes qui sont mécanisables. Alors évidemment, il y a des désavantages. Alors évidemment, il y a la biodiversité qui va baisser en lien avec l'utilisation de ces herbicides. On va avoir aussi une couverture du sol qui sera plus faible. C'est notamment dû à l'efficacité de ces herbicides, mais ça va être lié à un certain nombre de désavantages comme la baisse du taux de matière organique dans le sol et la baisse d'un certain nombre de services écosystémiques liés à ça. Et vous avez réalisé une étude qui propose une alternative, alors une alternative mécanique. Oui, alors on a testé effectivement 4 alternatives, 2 travaux du sol et 2 travaux plus superficiels qui s'attaquent directement aux plantes en surface. Et l'idée de cette étude, c'était de pouvoir amener des solutions et tester la viabilité de ces solutions pour le viticulteur. On a regardé aussi bien l'impact sur la vigne que l'impact environnemental de ces différentes techniques. Et à quelle conclusion en êtes-vous arrivé ? Alors, après seulement une année d'études, donc on est vraiment tout au début, ce qu'on constate, c'est que le changement peut s'avérer difficile à assumer pour une exploitation viticole. Le vigneron va avoir une hausse des frais qui peut être relativement conséquente. Ensuite, on a pu constater une efficacité des différentes méthodes et la conclusion globale peut-être, ça serait de dire que chaque vigneron va devoir évaluer sa parcelle et va devoir estimer quelle est la meilleure technique en fonction de sa situation. Il y a certaines situations qui vont être tout à fait adaptées dans des cas et pas du tout dans d'autres. Du point de vue de l'exploitant, quand on cultive sa vigne, qu'est-ce que ça change ce désherbage mécanique ? Ça donne un petit peu plus de travaux et de main-d'œuvre à l'hectare. On doit passer à peu près entre 4 et 5 fois par année pour une année correcte, je pense 5-6 fois par année dans nos vignes pour désherber mécaniquement, donc un surcoût en temps et en francs. Par contre, au niveau, on a la satisfaction de ne plus utiliser d'herbicides, vu que les herbicides sont un peu... on appuie un petit peu sur les herbicides, montrés du doigt. Donc c'est vrai que c'est une satisfaction. Rappelez-nous dans quelles conditions vous avez mené cette recherche. Oui, alors on est ici à Mont-sur-Rolle, dans un domaine de 6 hectares qui est très facilement mécanisable et malgré ces facilités, on a quand même constaté une hausse des coûts en passant du simple au double. Voilà,
l'efficacité pourrait être tout aussi bonne dans des domaines non mécanisables, mais par contre les coûts exploseraient. Et donc il y aura probablement, il devra y avoir une répercussion de ces coûts à un niveau ou à un autre. Et c'est aussi au consommateur de justement se préparer à payer sa bouteille un petit peu plus cher. C'est un événement bien connu à Genève ou au Simplon, mais c'est une première à Nyon. L'abbé Giropindi, passionné de 2 roues, bénira 300 motos devant son église ce dimanche 10 juin. Florian Cavalleri. Voilà, M. Florian, ça sera la bénédiction des motards, les motards de la région, qui, comme moi-même, je suis curé et motard, ils m'ont demandé de faire cette bénédiction ici. Voilà. Alors, curé et motard, c'est pas incompatible et vous avez lancé cet événement il y a déjà 3 ans. 3 ans que les premières réflexions ont eu lieu. Oui, tout à fait. Alors, comme les jeunes voyaient que moi-même je fais la moto, il y a un curé qui fait la moto, ils ont dit, mais pourquoi pas une bénédiction? Alors, j'ai dit, mais voilà, on va s'organiser. On a dû chercher aussi des autorisations, parce que c'est important un événement comme celui-là. Et maintenant, on est prêt pour lancer cette bénédiction des motards. Vous avez ouvert une page Facebook, près de 300 personnes se déclarent intéressées. Parmi ces personnes, un conseiller, un ex-conseiller d'État genevois, et puis beaucoup de particuliers. Oui, tout à fait. Alors au début, on pensait qu'on aurait serait que 50 motards, les amis avec qui je roule à Saint-Sergue. Alors après, avec les réseaux sociaux, on a vu que ça a pris vraiment de l'ampleur. On se dit, mais c'est bien, parce que les motards, c'est toute une famille. Mais il faut souligner, j'ai aussi 25 bénévoles qui vont m'aider à organiser cet événement. Et ça, c'est très important. Ouais. Alors, quel est le programme de cette journée ? Voilà, donc à 13h, nous allons accueillir les motos ici. Et sur la place Pertan, à 14h, nous commençons la cérémonie à l'église. La police de prévention va prendre la parole. Et puis, les commandants des ambulanciers va aussi prendre la parole pour mêler les côtés pédagogiques et les côtés spirituels. Alors moi, je ferai ma prière avec la prière des motards. Et puis, je vais sortir dehors pour bénir chaque moto et chaque motard. C'est un événement très particulier, mais c'est un événement qui a le vent en poupe, les bénédictions de motards. On a tous en tête l'exemple de Genève. Pourquoi les motards sont-ils si friands de bénédictions ? Oui, parce que déjà, on est sur une moto, c'est un engin quand même assez dangereux. Il y a aussi la dangerosité des routes. Souvent, on roule dans l'école, beaucoup de virages. La maîtrise d'une moto n'est pas toujours facile. Donc, alors, les motards ont ce besoin parfois de se sentir aussi un peu protégés, soutenus par quelque puissance qui vient d'en haut. Bon, il y en a qui implorent Dieu, d'autres un saint, Saint Christophe, les patrons des voyageurs. Donc, il y a ce besoin. Et puis, c'est aussi une famille. Voilà, quand 2 motards se rencontrent, ils se saluent, c'est aussi une belle famille. Alors, ce qui fait que ces rassemblements, ce n'est pas seulement un rassemblement religieux, mais aussi un rassemblement fraternel. Quand vous êtes au guidon de votre engin, est-ce que vous êtes abbé ou est-ce que vous êtes motard ? Ah non, je suis motard, parce que si je suis abbé, je ne vais pas bien rouler. Donc je suis motard, parce qu'il faut respecter les règles du roulage. Là, vraiment, je suis motard. La preuve en est que quand tu as les casques et la combi, il n'y a rien qui te distingue des autres motards. Voilà. Mais on respecte quand même les vitesses. C'est sur les circuits qu'on va faire des grandes vitesses. Voilà, alors cette bénédiction à la cure catholique de Nyon aura lieu le 10 juin prochain. Il y a un autre événement qui arrive, c'est le 21 avec la venue du pape à Genève. Qu'est-ce que ça représente, cette venue, pour la communauté catholique de Nyon ? Voilà, c'est un événement important d'abord qu'un pape, surtout celui-ci, le pape François, qu'il vienne en Suisse. En fait, il vient pour les conseils œcuméniques. Alors notre évêque, Monseigneur Morero, a voulu qu'il célèbre une messe pour son diocèse, parce qu'il vient à Genève. Alors, il y a près de 400 inscrits de ma paroisse ici pour cet événement. Pour nous, c'est une belle chose. Ces contacts personnels entre les catholiques et aussi un grand monsieur comme les papes, les patrons de l'Église. Abbé Giropindi, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien, de nous avoir parlé de cet événement du 10 juin prochain. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un abbé motard pour une telle bénédiction ? D'abord du soleil, que Dieu nous envoie du soleil, ça c'est la première chose. Et puis que tout se passe vraiment dans l'entente, dans l'amour fraternel, dans la joie. D'ailleurs, il y aura un barbecue qui sera aussi organisé en bas pour mêler ces côtés aussi festifs de l'événement. Merci beaucoup. Merci, M. Florian. Merci.
Merci. Plusieurs nouveautés marqueront la fête de la musique le samedi 23 juin à Nyon. Au programme, 80 concerts dans une dizaine de lieux aux 4 coins de la ville. Florian Cavalleri. Alors le programme, il est très riche cette année. On a plusieurs scènes qui se sont ralliées au programme, plusieurs associations qui rejoignent la fête de la musique. Donc on est très contents. On a maintenant entre 12 et 15 membres, donc c'est vraiment super, on se réjouit beaucoup. La fête de la musique à Nyon a pris de l'ampleur, il y a plus de scènes officielles. Oui, alors maintenant on a une dizaine de lieux partout en ville. Ça va de la plage de Nyon, en passant par l'esplanade des Marronniers, le château. On reste aussi sur des scènes assez traditionnelles qu'on a déjà eues, mais on garde aussi des lieux un peu différents, le temple, la scène Saint-Martin, etc. Cette année, les organisateurs nous ont chouchoutés puisqu'il y aura une déambulation, expliquez-nous. Alors exactement, ça s'appelle À la recherche du cartographone. C'est donc 3 artistes lausannois qui ont gagné le projet de création. Et eux, ils vont nous faire vivre une grande chasse au trésor à travers toute la ville de Nyon, dont j'ai pas envie de révéler tous les détails, mais voilà, ça s'appelle À la recherche du cartographone et ça se situe entre le centre-ville et le concert final au Temple. Comment on fait pour participer? Alors, toutes les informations vont être sur notre site internet. On va communiquer aussi grâce à notre programme. Et en fait, il y aura 3 rendez-vous à la bibliothèque de Nyon. Et puis à partir de là, on peut suivre le cortège déambulatoire ou alors se rallier en cours de route en ville. On ne pourra pas les manquer. La création artistique Place des Marronniers était réalisée l'année passée par APAC. Cette année, qui a réalisé cette création artistique? Alors la création artistique de cette année, c'est donc 3 artistes lausannois qui s'appellent Antigone Papantoni, Cyrielle Kortmoller et Simon Blanc, qui sont respectivement musiciens, photographes et écrivains. Et donc voilà, ils ont fait une création interdisciplinaire qu'on se réjouit d'accueillir. Et la raison. Que dois-je faire? Que dois-tu faire? On vient de parler de la place des Marronniers, il y aura tout de même une surprise sur cette fameuse place. Oui, alors on est très content d'accueillir quelque chose qui sort un peu de la programmation générale, donc qui n'est pas un concert, qui est plutôt une performance réalisée par la compagnie de Cafuné. Et on est très content, donc c'est du texte, de la batterie et de la guitare. Et on se réjouit beaucoup, ce sera à 13h sur l'esplanade des Marronniers. Quel que soit le temps, la fête de la musique aura lieu. Rappelez-nous aussi les horaires. Alors, c'est de 9h du matin, on commence avec un concert classique au Temple, et puis après ça s'enchaîne, toutes les scènes s'ouvrent progressivement dans l'après-midi, et on va jusqu'à 4h du matin au bal de clôture sous la tente Rivest, et malgré tous les temps, on sera là. Voilà, et naturellement la fête de la musique qui est aussi célébrée dans de nombreuses communes du district. En bref, ce jeudi matin, les autorités inaugurent le passage à la cadence au quart d'heure entre Coppet et Lancy-Pont-Rouge aux heures de pointe du matin et du soir. Cette première étape du Léman Express sera officiellement lancée lundi prochain, le 11 juin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. À très bientôt.